Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et je suis toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Mon invité aujourd'hui est un incontournable de la mode et du monde du stylisme. Passionné par ce monde qui le fascine, il gravit les échelons les uns après les autres, rencontrant des obstacles, voire des échecs. Mais ce mot échec ne lui fait pas peur. Au contraire, il en fait une force, si grande et si puissante, qu'en 2020, il présente sa collection dans le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris et reçoit le prix Pierre Berger de l'Association nationale pour le développement des arts de la mode. Mon invité est également connu pour son engagement social, notamment à travers la fondation de l'école Les Ateliers Alix, qui nous reçoivent aujourd'hui, nous sommes dans leurs murs, qui visent à promouvoir la mode et les savoir-faire français dans une perspective éthique et inclusive. Sa marque se caractérise par un style qui mêle drapé, asymétrie et architecture et s'enrichit de collaborations artistiques et artisanales. Visage rayonnant, mon invité ne laisse personne indifférent de par son humanité. Invité par Emmanuel Macron il y a quelques mois en visite d'État en Inde, il est celui qui ne cesse d'imposer son style et redonner au quartier son véritable art de vivre. Oui, vous l'aurez reconnu, j'ai l'honneur et la joie de recevoir le styliste et le couturier français Mossi Traoré. Mossi Traoré, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos ateliers. Ici. Merci beaucoup de me consacrer un peu de votre temps. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'un philosophe, d'Heidegger, qui souligne « Je suis couturier et dans chaque point, je capture l'essence de l'être. » Et vous, Mossi Traoré, qui êtes-vous? Moi, Mossi Traoré, voilà, créateur de mode, fondateur d'une école de haute couture, entrepreneur dans l'âme, puis bon, acteur de la société de demain. Alors, avant d'approfondir la réflexion aussi, quelle est, selon vous, votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Bonne question. Je veux dire que c'est un défaut qui est une qualité. C'est que je suis un relou. Quand j'ai une idée en tête, je lâche pas, quoi. J'ai un problème, c'est que mon plan B, c'est mon plan A. C'est-à-dire que je vais toujours me donner les moyens d'aller faire ce que je veux faire. Vous êtes déterminé. Ouais. Alors, peut-être une question de sémantique, parce que vous vous définissez comme créateur de mode. Et moi, je vous aurais défini, mais alors peut-être c'est la même chose comme styliste. Quelle est la différence entre styliste et créateur de mode? Créateur de mode, dans le terme, il y a la définition créateur de mode. Donc, on est des gens qui sont là pour créer des tendances, créer la mode. Un styliste, il est peut-être plus dans une démarche d'aller s'imprégner de la tendance, pour proposer un produit qui est dans l'air du temps de la tendance. Le créateur de mode, c'est lui qui a créé la tendance. Donc aujourd'hui, moi c'est vrai que je suis plus dans une démarche de création parce que je suis pas les tendances déjà. J'aime être libre. Pour moi, créer, c'est être libre en fait. Donc à partir de là, je suis beaucoup plus dans une démarche créative. Après, on est très vite rattrapé par les enjeux business, donc du coup, on ne peut pas juste être un créateur de mode dans sa bulle aujourd'hui, surtout à l'ère où on vit aujourd'hui. Voilà, il y a des questions aussi de réalité de marché, de rentabilité qui prennent en compte et qui impactent un petit peu quand même notre activité. C'est intéressant ce que vous dites, mais aussi parce que vous parlez de liberté. Vous êtes un créateur libre. Et ma question est la suivante, quelle est la part de liberté que vous avez dans ce monde très codé de la mode? La part de liberté, elle est au prix de beaucoup de sacrifices. Pour avoir cette part de liberté, j'ai renoncé à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Maintenant,
j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, de me lever le matin, d'être heureux, de faire le métier que j'aime. Aussi, c'est pas tous les jours rose, mais voilà, je me dis que la part de liberté, elle s'articule autour de ça. Je me lève le matin, je suis heureux. Et est-ce que vous, en étant libre, vous permettez de par vos créations à vos mannequins d'être libres? Sur mes défilés, mes présentations de collection, je donne quand même beaucoup de liberté parce que j'aime travailler avec des gens en qui j'ai confiance, en qui je crois. Que j'offre quand même une part de liberté. J'offre quand même une part de liberté à ces gens-là. Et j'aime aussi que les gens incarnent l'histoire que j'ai envie de raconter, mais je les laisse incarner à leur façon. Moi, je leur donne une intuition. Je leur partage une vision, une intuition, mais je laisse la liberté à l'expression de cette vision. Et moi, j'aime les gens qui m'aident à procurer des émotions. Quelle définition donnez-vous d'une émotion? Pour moi, une émotion, c'est l'animation des sens. C'est-à-dire, c'est voilà, créer une espèce de chaleur intérieure qui peut être réconfortante parfois, qui peut être troublante parfois, peut être parfois énergisante, dynamisante. Voilà, c'est cette espèce de chaleur intérieure qui parfois va créer, procurer un état d'être, un état d'esprit, une stimulation. C'est un peu comme ça que moi je la définis l'émotion. J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous venez d'utiliser ce concept de créer une histoire. Dans une collection, vous créez une histoire. Et vous me faites penser à Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard, qui souligne, je le cite, « Je suis couturier et à travers mes créations, j'interroge l'existence ». Mossi Traoré, en quel sens interrogez-vous l'existence dans vos créations? Et quelles questions posez-vous à l'existence et quelles réponses avez-vous de l'humanité? Aujourd'hui, un créateur de mode, il peut avoir un impact dans le monde dans lequel il vit, il va laisser une trace. Il va raconter une histoire, il va raconter son histoire, il va raconter l'histoire des autres. Donc on a un métier quand même où c'est clair qu'on laisse une signature. On va développer une œuvre, on va créer une œuvre qui va peut-être perdurer dans le temps, qui va peut-être s'enfoncer sous terre à jamais. Il y aura toujours la signature de cette œuvre. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que voilà, j'ai jamais cherché à être le créateur le plus en vogue, le plus reconnu, ou le plus riche. Non, j'ai juste envie qu'on retienne de moi que c'était quelqu'un de libre, qui a apprécié ce qu'il fait. Je serais heureux si on dise qu'il nous a procuré beaucoup d'émotions. Ce serait une forme de réussite pour moi, c'est-à-dire que je pense que par ça j'aurais marqué mon époque. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, la trace, l'impact que j'ai envie de laisser dans ce monde, c'est après le monde dans lequel on vit. Je me nourris aussi des émotions par rapport à ma vision de la société, mon vécu, et tout ce qui m'environne au sein de la société. C'est comme si dans mon fort intérieur, j'ai envie de le raconter, mais je le raconte cette fois-ci à ma façon. Donc c'est comme si je vais aller inhaler, je vais aller m'enivrer, m'inspirer de tout ce qui va m'entourer, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, de tout ce qui me touche, de tout ce que moi-même je touche, etc. Je vais créer ma propre recette. Je vais œuvrer avec tous ces éléments, ces ingrédients, et ensuite, à mon tour, je vais raconter quelque chose qui, j'espère, va en toucher d'autres et créer une espèce de chaîne de transmission. On sent votre humanité dans vos dires, dans vos mots et même dans votre réflexion, et c'est tout à fait touchant. On ne peut pas parler de mode, de créateurs de mode, sans parler de beauté. Quelle définition donnez-vous de la beauté aujourd'hui dans ce monde contemporain? Est-ce la même définition maintenant qu'il y a des décennies? Aujourd'hui, la beauté, en ce qui concerne mes créations, je le prendrais comme un compliment si on me dit
son œuvre m'a créé de l'émotion. Là, pour moi, ça raconterait la beauté de mon œuvre. Et ce sera encore plus fort que de me dire quelle belle œuvre, ou il a créé une belle œuvre, quel chef-d'œuvre, quelle beauté. Mais, ou même, sans même qu'on me le dise, si à travers l'attitude d'une personne qui regarde mes vêtements et que je vois que que j'arrive à sentir qu'il y a de l'émotion en elle, bah, c'est comme ça, elle aura complimenté et elle aura deviné quelle est ma vision et ma manière de raconter le beau. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en fait, le beau, il y en a partout. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Et le beau, chacun va le donner à une échelle de valeur. Là, ça va être peut-être sur des critères physiques, esthétiques. Et là, ça va peut-être être sur les couleurs qui vont donner un sentiment, les couleurs qui vont procurer un sentiment ressenti. Pour ma part, voilà, j'estime que la nature est belle. La nature incarne le beau. On ne le voit pas, on ne le comprend pas encore assez. Il y a plein de choses qui nous entourent, qui nous environnent, ne serait-ce que des fois, juste d'avoir des vues du ciel, de méditer là-dessus, de se questionner là-dessus, de philosopher là-dessus. Le corps est beau. Et la science du corps est belle aussi. Et aujourd'hui, j'estime que peut-être qu'on vit dans une ère où on est un peu trop pressé, on ne prend pas le temps d'apprécier les choses, les belles choses. Et on est entouré de beau tous les jours, en fait. Que ce soit en dormant la nuit, en se levant le matin. Le beau, on peut le respirer, le ressentir, l'apprécier à tout moment. Mais il faut aussi apprendre à le regarder, pas qu'avec les yeux, mais avec son cœur. Et quelle différence faites-vous entre le beau et l'élégance? Et en quoi l'élégance, je dirais, est-elle plus qu'une simple apparence? Pour moi, l'élégance aujourd'hui, moi je vais la traduire à travers une attitude, une dimension, une allure. Là, je vais voir si c'est quelque chose que je trouve élégant ou non. Et la force du vêtement, c'est que le vêtement peut venir accompagner, tenir la main une élégance. Le vêtement peut habiller l'élégance. Mais pour cela, c'est... aujourd'hui, on a... Enfin, ne serait-ce par exemple, quelque chose qui, moi, incarne beaucoup l'élégance, c'est quand, par exemple, je vais me rendre en Inde, quand je vais voir une femme indienne marcher avec son sari, et je parle pas de la grande star, etc. Non, je parle de la femme du quotidien qui va travailler, etc., qui a son sari, qui va au boulot. Juste en observant marcher, ben, je vais voir une forme d'élégance là-dedans, à travers le mouvement du tissu, à travers l'attitude de cette personne, la grâce qu'elle pourra dégager. Et c'est à travers tout ça que voilà, moi j'aime me confronter à l'élégance, aller chercher l'élégance autour de moi. Et voilà, maintenant si je devrais distinguer l'élégance du beau, c'est que le beau il est naturel, il est défini, l'élégance elle est provoquée. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, Nancy Traoré, ce que vous dites, parce que on sent, comme je disais tout à l'heure, on sent une réflexion profonde qui me permet de poser une question qui est peut-être étonnante, mais pour vous aujourd'hui, quelles sont les valeurs morales de la mode? Les valeurs morales de la mode. Si je suis très sincère et très franc, la mode elle est très ingrate. Elle va avoir une mémoire très sélective. Pourquoi je dis ça? On va retenir certains très grands noms qui ont œuvré, qui ont apporté, contribué beaucoup. Est-ce qu'un jour on a fait ne serait-ce que dans une maison de couture,
un mur avec le visage de tous les gens qui ont œuvré, par exemple, dans les ateliers. Est-ce qu'on a fait un mur des petites mains de ces maisons-là? Non. C'est dans ce sens-là que je trouve que la mode, elle est ingrate, parce que la mode, les piles qui créent cette lumière, ou les éléments qui vont créer cette lumière, resteront toujours dans l'ombre. Et cette lumière, on va aller la projeter sur un microcosme qui sont au bout de l'échelle. Et ceux qui sont au plus bas, qui eux déjà travaillent dans l'ombre, ils contribuent à créer cette lumière pour les autres. C'est rare qu'on leur fait partager la lumière. Donc ça, voilà, c'est déjà, moi j'ai envie d'une mode qui est un peu différente, une mode qui sait éclairer large, pas de manière étroite ou pas de manière centrale. C'est vrai qu'aujourd'hui, après, dans la mode, moi où je trouve de belles valeurs, c'est quand je vais aller rencontrer un artisan qui va être généreux dans son travail, qui va avoir l'amour de son métier, qui va avoir le sens du sacrifice, au profit de d'autres qui vont briller, quand on voit aujourd'hui plein d'événements comme voilà, les grands événements, festivals, etc. Donc oui, là, c'est l'euphorie, les strass et les paillettes, on met beaucoup de lumière là-dessus. Mais cet engouement, on ne le voit pas pour les gens des ateliers. Et donc, après, il faut de tout. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout révolutionner, je ne dis pas qu'il faut renverser la table. Mais moi, j'aime bien mon échelle de valeur au niveau de la mode, c'est que j'aimerais bien être assis autour d'une table où tout le monde trouve bien manger sous la lumière, en fait. Et tu vois, la scène, le tableau, ben voilà, c'est tout le monde peut être apôtre pour moi. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça peut être voilà, les petites couturières, les assistants, le petit stagiaire ou la femme de ménage qui va nettoyer tous les jours les locaux de la société. Enfin, je donne la même importance à qui de droit. Et sans ça, je trouve voilà, la mode, elle a des élus et des soumis. Moi, les valeurs seraient plus belles si elle avait que des apôtres. Tu utilises ce mot apôtre, tu fais référence à cette immense toile de la Seine, avec le Christ et les apôtres. J'en profite pour te poser la question, quelle aspiration métaphysique la mode peut-être? Alors ça dépend pour qui et pourquoi. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je me suis toujours posé la question, je suis très croyant, donc le spirituel m'anime. Je me suis posé la question, est-ce qu'un jour je pourrais faire une collection pour essayer d'observer, par exemple, les gens du paradis. Et en fait, je me suis dit, c'est quelque chose de complètement lunaire. En même temps, c'est quelque chose qui peut guider et créer une histoire, un chemin, un challenge, un objectif. Pour moi, Dieu est le plus beau des créateurs. Et tout le beau vient de lui, en fait. Et ça, je le garde en tête. Donc, ça veut dire que moi, je crée pour partager des émotions. Je crée pas pour dire qu'on dise c'est le plus beau, c'est celui qui fait les plus belles choses. Parce que je pars du principe que les plus belles choses sont faites par Dieu. Et donc, ça me conditionne, en fait, déjà. De me dire crée pour partager tes émotions avec les gens, en fait. Et reste à ta place à ce niveau-là, dans la démarche créative. Mais c'est pour moi c'est voilà, le spirituel me conditionne. Je mets de la pudeur dans mes j'aime mettre de la pudeur et de la poésie dans mes créations. Et ça, c'est un petit peu conditionné par voilà mes croyances religieuses, par l'éthique que je m'impose parfois aussi.
Et donc aujourd'hui, oui, il y a quand même des courants en dehors de la mode, de mon métier, de la société. Je suis aussi inspiré par d'autres éléments qui conditionnent un petit peu ma carrière. On sent là aussi, on sent cette profondeur qui vous anime, moi aussi. Vous avez fondé l'école, les ateliers Alix, pour remettre en lumière les quartiers. Quelle est la place, je dirais tout simplement, pourquoi avez-vous voulu, vous avez permis à toutes les personnes des quartiers qui le souhaitaient d'être en lumière dans ce monde de la mode? Souvent je dis que moi je suis arrivé dans la mode un peu par effraction. Je connais la mode en faisant des bêtises, en piquant des sapes. Et le monde de la mode et de l'art, c'est des mondes qui étaient très éloignés pour moi. J'ai pas côtoyé moi ces mondes-là. Et quand j'ai commencé à les côtoyer, souvent je dis c'est comme si j'avais escaladé un mur, que je m'étais accoudé sur les hauteurs de ce mur et je regardais et je trouvais ça intéressant en fait. Ça m'a nourri de curiosité. Puis à un moment, j'ai sauté dans la cour. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans la... Mais j'ai sauté dans une cour où j'étais un peu seul en fait. Je n'avais pas beaucoup de gens comme moi, de gens avec des histoires similaires à la mienne. Et quand je dis ça, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années. Je me dis, pourquoi j'emmènerais pas ma bande de potes mettant dans cette cour et on jouerait pas au foot au milieu de cette cour. Et ça, c'est une manière de dire que moi, mon but, c'est d'ouvrir les portes et d'en faire entrer certains qui méritent aussi. Et ce projet, en fait, c'était pas une démarche, une volonté de me dire, je vais faire un projet, je vais mettre la lumière sur les quartiers, les gens du quartier. Non. Ça, en fait, c'est naturel. C'est que moi, je viens d'une culture où on mange tous accroupis à la main le même plat, là. Et en fait, je me rends compte que très tôt, très jeune, on a été imprégné par ces valeurs de partage, de solidarité, d'entraide, d'humilité, de modestie, de simplicité. Donc en fait, pour moi, d'offrir la chance à des gens issus des quartiers comme des gens issus des provinces, des gens issus de l'étranger, des gens en difficulté sociale, c'était pas un objectif ou un challenge ou un projet. En fait, ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, je travaille dans la mode, je voyage beaucoup, mais j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui je sais pas d'où je suis, et aujourd'hui, moi je travaille ici en banlieue, quand je sors, je côtoie les gamins du quartier, je les vois jouer en foot en bas, ça me fait penser à moi-même quand j'étais plus jeune. En fait, je vois à travers leurs yeux les rêves qui peuvent les animer. Et certains m'interpellent, c'est vous le créateur, c'est vous le styliste, etc. Si demain je peux faire en sorte de poser des échelles et que moi c'est au forceps que j'ai escaladé mon mur, si eux peuvent déjà monter par l'échelle et peut-être un jour par un ascenseur, ce sera super. Vous venez d'utiliser dans votre réponse aussi ce magnifique mot qui m'anime et qui m'est cher, à savoir la culture. Et je voudrais vous citer Malraux, que vous répondiez à Malraux, je le cite, la culture, c'est cet héritage de la noblesse du monde, la seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, c'est précisément ce qui en nous échappe à la mort. Que répondez-vous à Malraux sur la culture, sur cette belle définition de la culture? Pour moi, la culture, elle peut être un échappatoire. Et moi, je ne rentre pas dans ces trucs de il a une bonne culture générale. Comment on définit quelqu'un qui a une bonne culture générale? Est-ce qu'il y a des standards? Est-ce qu'il y a des critères? Tous, on a notre propre culture, en fait. Chacun a son propre cœur avec son parfum de culture. Et c'est avec un ami, j'en parlais récemment, on se posait souvent la question, on se dit, mais c'est quoi une bonne culture générale aujourd'hui? Selon les standards qu'on impose peut-être par une certaine élite de société ou autre. Moi, des fois, on va me citer plein d'acteurs du cinéma français, je ne connais pas, je vis à Paris, on va me dire, mais lui, il n'est pas cultivé. D'accord, mais je veux dire, moi, je connais tous les créateurs du cinéma indien, qui est un cinéma qui est beaucoup plus populaire dans le monde que le cinéma français.
Donc en fait, chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre empreinte. Et pour moi, c'est ça qui fait la culture ne mourra pas. Si on est tolérant dans la culture, qui est un fruit qui peut être mangé par tous. Et apprécié à sa juste valeur, à sa juste saveur par n'importe qui. Et on ne peut pas parler de mode sans parler de culture, et aussi on ne peut pas parler de mode, du monde de la mode en tout cas, sans parler de ce monde du luxe. On a souvent ce parallèle, la mode c'est le luxe. Et moi aussi, quel est votre rapport au luxe? Mon rapport il est marrant parce que moi, je ne connaissais pas ce monde. J'ai pas baigné dans le luxe. J'ai jamais rêvé du luxe. La première marque qui m'a marqué, alors, il y a deux façons. En termes d'ambition, etc., c'était Giorgio Armani. C'était plus l'entrepreneur qui m'avait fasciné. Si je parle en tant que philosophie, en tant que création, c'est Yohji Yamamoto. Parce qu'en allant voir une expo Yohji Yamamoto, la première expo mode que j'ai vue, c'était une expo Yohji Yamamoto au musée des arts décoratifs. En fait, Yohji Yamamoto à travers cette expo, j'ai compris et j'ai ressenti que créer, c'est être libre. Ou en tout cas que la création offre la liberté. Et en fait, c'est-à-dire que dès là, j'ai été conditionné. J'ai pas été quelqu'un qui était j'ai pas couru après le luxe, en fait. Autant, oui, quand j'étais plus jeune et que j'étais habillé, voilà, je voulais être tendance. Bref, j'étais un peu un esclave des tendances et on va dire, des tendances et des dictates vestimentaires de la société. Mais très vite, j'ai voulu être libre et j'ai voulu créer pour raconter des émotions, partager mes émotions. Après, les belles pièces Yamamoto, c'est des prix qui se font dans le luxe. Mais c'est pas le truc clinquant, bling bling, prestigieux, non. C'est plutôt une philosophie de vie, une philosophie d'attitude et de savoir-être. C'est plutôt ces choses-là, moi, qui m'ont attiré. Donc, je suis pas quelqu'un qui... En fait, c'est même pas le mot luxe pour moi qui est le plus approprié à ce que je vais aimer dans la mode, ou ce que j'ai envie de partager dans la mode, ou ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer dans la mode, ou ce par quoi j'ai envie d'être reconnu dans la mode. Moi, c'est plus par une philosophie. Demain, je pourrais dire que si je pouvais être assis à la même table que ceux qu'on peut considérer comme des philosophes de la mode, je pense que je serais plus heureux que d'être considéré comme les plus riches, ceux qui ont défini le luxe à leur façon. C'est pas cette cour-là qui m'intéresse. En fait, c'est pas la cour du luxe qui m'intéresse. Moi, c'est plus celle des philosophes de la mode qui m'intéresse, en fait. Qu'est-ce qu'un philosophe de la mode? Pour moi, Yohji Yamamoto est le plus grand. C'est le meilleur exemple pour parler de quelqu'un que je peux considérer comme un philosophe dans la mode. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui, par sa création, j'ai l'impression, il se questionne tout le temps. Donc, ça peut être certains qui sont... On pourrait penser que c'est des esprits torturés, mais en fait, c'est des esprits libres, c'est des êtres libres. Pour moi, c'est eux les philosophes de la mode. Vous avez une profondeur qui me touche beaucoup. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. On sent la sagesse qui est en vous. Peut-être l'interview va bientôt s'achever, mais peut-être une avant-dernière question. Moi aussi, comment finalement équilibrez-vous ou comment harmoniser dans vos collections le savoir-être et le savoir-faire? Déjà, les rencontres avec les artisans m'aident beaucoup, parce que c'est aussi grâce à eux. Pour moi, c'est aussi des poètes de la création. Et pour moi, l'équilibre dans tout ça, c'est de rester debout et fidèle à ses idéaux, à ses valeurs,
à sa vision. Tant que sur le curseur, l'équilibre sera là, je pense que le trajet qui peut être incarné par un pont peut être fragile, hein, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, hein, on peut très vite trébucher. Et tant qu'on est à l'équilibre au niveau de ces aspects, ces principes-là, aussi étroit que soit ce passage, ce pont de passage dans ce domaine, ce métier-là, on arrivera à traverser ce pont. Ma dernière question, aussi, êtes-vous heureux? Très bonne question. Alors ça dépend, si je sors d'un rendez-vous avec mon banquier, c'est pas le moment où le mieux pour que je réponde à cette question-là. Je plaisante. Je dis, en fait, c'est même pas est-ce que je suis heureux, c'est est-ce que j'ai le droit de ne pas être heureux. Aujourd'hui, je fais un boulot que j'aime. J'ai l'air d'être en bonne santé. J'ai beaucoup de gens que j'aime autour de moi. Je pense que c'est déjà suffisant pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, pareil, c'est comment on redéfinit ces mots-là et le sens qu'on apporte à ces mots-là. Aujourd'hui, on va donner des fausses impressions ou une définition assez superficielle, assez peinte du bonheur. Mais si on fait du bonheur une peinture qui va se diluer assez rapidement, c'est pas bon. Aujourd'hui, le bonheur, on va beaucoup travailler sur l'argent rapide à gagner, la célébrité, être cliqué, liké. Moi, je suis pas du tout dans ça. Donc, ça veut dire que c'est apaisant déjà de ne pas être dans ça. Après, j'ai des émotions comme tout le monde, de bonnes, de moins bonnes, etc. Mais souvent, je pense à une chose un jour qu'un ami indien, un très bon ami indien m'avait dit, c'est la définition de la richesse. Aujourd'hui, la richesse, pour beaucoup, ça conditionne un peu une quête de bonheur. Il dit, mais si demain, tu as deux personnes dans un désert, t'en as un qui a une mallette remplie d'argent, qui est inondée d'argent, qui déborde, et t'en as un, il a juste une petite gourde. C'est lequel des deux qui est riche à ce moment-là? Et en fait, à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est une forme de définition du bonheur, en fait. Avec ce que tu es, sois heureux. Et je pars du principe qu'il y aura toujours des gens qui auront moins que toi. Donc, si on veut être heureux dans la vie, et si on veut être heureux en soi-même, il faut baisser la tête plutôt que de la lever. Regarde ceux qui sont en dessous de toi, au lieu de regarder ceux qui sont en dessous de toi. Merci pour votre sagesse. Moi aussi, merci de m'avoir reçu. Vraiment, merci pour la profondeur de votre réflexion. Et permettez-moi de vous citer Lao Tse, qui, à mon sens, résume qui vous êtes et vos collections, vos créations, ce que vous faites. Je le cite: « Je suis couturier et chaque couture est un chemin vers une vérité plus profonde. » C'est très beau. Merci de nous conduire vers cette vérité plus profonde par vos collections et par votre être même. Moi, je répondrai à ça. L'arbre est un arbre à plusieurs branches. J'ai choisi celle de la mode et je continue à m'amuser avec les autres. Magnifique, magnifique, super. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.